un des mathématiciens les plus réputés du monde, j'ai nommé l'énigmatique Nicolas Bourbaki. Je pense que c'est une blague au départ, Bourbaki, et puis c'est un geste, c'est-à-dire que c'est une bande de jeunes mathématiciens d'une trentaine d'années en 1935 qui décident de se mettre ensemble pour faire quelque chose, et ils étaient forte tête et ça les a un peu dépassés. Ils se sont amusés à inventer des canulars, à inventer un prénom, à inventer une date de naissance, à inventer une ville. Il est né en Poldévie, je ne suis pas assez historien pour savoir où c'est nulle part, mais voilà, il a une biographie officielle à l'Académie des sciences. Mais c'est pas vraiment qui, c'est plutôt qu'est-ce que... Voilà. Je ne sais pas si Bourbaki est une personne. Prochaine étape de notre périple, l'Académie des sciences. Nous sommes le 23 décembre 1935. Pour faire exister Bourbaki, le groupe choisit de tromper la plus grande institution scientifique française. Henri Cartan, l'un des fondateurs, convainc alors son père, le célèbre mathématicien et académicien Élie Cartan, de participer à la mise en scène. Les académiciens se réunissent régulièrement pour examiner les travaux de recherche qui leur sont envoyés. Ils jugent, tranchent, décident de ce qui mérite d'être publié ou pas. Élie Cartan attend que les académiciens soient en fin de réunion et bien disposés après avoir bu quelques liqueurs, pour leur lire une lettre leur présentant un mystérieux mathématicien. « Cher monsieur, je vous envoie ci-joint une note que monsieur Bourbaki m'a chargé de vous transmettre. Vous n'ignorez pas que monsieur Bourbaki est cet ancien professeur de l'Université royale de Poldévie, dont j'ai fait la connaissance il y a quelque temps dans un café de Clichy, où il passe la plus grande partie de la journée et même de la nuit, ayant perdu non seulement sa situation, mais presque toute sa fortune dans les troubles qui firent disparaître de la carte d'Europe la malheureuse nation poldève. Il gagne maintenant sa vie en donnant dans ce café des leçons de belote, jeu où il est de première force, et fait profession de ne plus s'occuper de mathématiques. Mais il a bien voulu cependant s'entretenir avec moi de quelques questions importantes, et même me laisser jeter un coup d'œil sur une partie de ses papiers. Et j'ai réussi à le persuader de publier, pour commencer, la note ci-jointe, qui contient un résultat fort utile pour la théorie moderne de l'intégration. L'opération réussit. L'Académie publie l'article de Bourbaki. Un homme que personne n'a jamais vu vient d'entrer dans l'histoire officielle des mathématiques. You know, I think one of the projects of Bourbaki was to revive the French mathematics community after the war. In my research area, that was certainly very successful. So, as a PhD student, there was a requirement to pass a language exam, which meant demonstrate the capability of reading mathematics text in a foreign language. And even though I had no background in French, that was the language that I picked. Il y a des textes mathématiques qui entendaient faire le point sur des branches entières. Il y a évidemment les éléments d'Euclide sur la géométrie de l'Antiquité. Il y a d'autres traités. Il y a des traités sur la logique au début du XXe siècle, Bertrand Russell et Whitehead. Il y a des traités sur l'analyse. Mais celui de Bourbaki, c'est probablement le premier, à ma connaissance, à avoir eu une ambition aussi large sur le spectre mathématique. C'était un des premiers livres que j'avais essayé de lire pour apprendre des choses plus avancées sur les mathématiques. Après, je sais que dans Bourbaki, il y a tout qui est très précis, et du coup, ça permet d'avancer bien. Donc c'est très long, mais c'est un peu encyclopédique, quoi. Il y a peut-être une quarantaine de livres publiés, et des dizaines de milliers de pages, en tout cas. Et ça veut dire quoi, un traité en maths, ça sert à quoi ? Alors, la façon dont je comprends le mot traité, c'est quasiment le terme de mode d'emploi, mais à l'usage des sciences et des maths.
Besse-en-Chandès. À la gare de Besse-en-Chandès, petit village d'Auvergne, des passants stupéfaits voient débarquer un groupe de jeunes gens pas très commodes. Tableau sous le bras, ils s'enfoncent dans le village en hurlant un nom, Bourbaki. Cette pellicule Super 8 est le seul témoignage filmé des congrès Bourbaki. Elle m'a été donnée par l'un des enfants des membres du groupe. La bobine date de 1950. Mais dès le premier congrès en 1935, vous auriez vu la même chose, car ces réunions sont devenues un rituel de groupe. Pendant 1 à 2 semaines, 3 fois par an, dans un endroit reculé pour minimiser les distractions, les membres du groupe se consacrent entièrement à l'écriture de leur grande œuvre à venir. Les éléments de mathématiques, leur énorme traité de refondation de la discipline. Grâce aux centaines de comptes rendus rédigés, on peut avoir une petite idée de l'ambiance. Le 11 juillet, le rapport d'algèbre donne lieu à des discussions interminables qui néanmoins se terminent. Le 12, on liquide assez rapidement les inégalités. Dieudonné, rapporteur, montre à plusieurs reprises des signes d'écœurement. Ah, les démissions de Dieudonné, il y en avait presque à chaque congrès. Il était très facile de faire monter Dieudonné, de le faire exploser. Et Dieudonné donnait sa démission, se retirait de la discussion. Enfin, on savait déjà par expérience que c'était pas définitif, c'était pas très grave. Le 15, début du rapport sur l'intégration. Le comité est vivement frappé par la beauté de l'exposé. Un éclair de génie jaillit simultanément de la pensée, à la fois une et multiple, du comité. Le 16, le comité essaye de se rafraîchir les esprits par une excursion au lac Pavin. Quelques membres ne craignent pas de se plonger sans aucun voile dans les ondes aux cris 1000 fois répétés de Bourbaki. Le 17, le comité, totalement abruti, se met d'accord sur l'intégration. Chevalet accouche avant terme d'un fœtus de topologie malvenue. Il est soigné avec empressement. De Possel, lui, bat de loin le record du nombre de choses qu'il n'a pas comprises. L'après-midi est consacré à la rédaction d'un plan d'ensemble. On évalue à 2500 à 3000 pages l'étendue totale. Un pot largement arrosé réunira l'Assemblée une dernière fois. Une entreprise comme ceci, qui était une entreprise collective en un sens très fort, supposait un accord des caractères. Et même si parfois les séances étaient orageuses, il est certain qu'il fallait un solide fond d'amitié et de sympathie pour qu'une entreprise comme ça réussisse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et quiconque a vécu cette entreprise a envie de continuer à le vivre. Après, on a régulièrement fait des plans à la fin de chaque congrès. Ça c'était des plans plus ou moins partiels qui dépendaient de la partie de Bourbaki qu'on avait lue, les rédactions qui avaient été lues pendant le congrès. Alors, on a donc distribué à Besse déjà des rédactions à chacun. Bon, avec charge de les faire pour le suivant congrès ou le congrès d'après. Ces rédactions arrivaient, donc, et je pense que c'est déjà été tapé par Mademoiselle Bastien à l'époque. Étiré. Pas en photocopie. Et distribué à tous les membres de Bourbaki. On arrivait au congrès avec les rédactions préparées et on se mettait à les discuter en les lisant à haute voix. Ça, c'est une tradition qui s'est maintenue indéfiniment. Alors, ça durait quelquefois très longtemps. Quelquefois, on passait des heures sur une page parce que nous n'étions pas tous d'accord, loin de là. Durant ce premier congrès de Besse-en-Chandès, les Bourbaki ont scellé un pacte et inventé une des règles fondamentales de leur groupe. Personne ne doit revendiquer l'écriture du traité. La société secrète est née. C'est important.
Cette histoire d'anonymat, c'est la garantie que ça ne devienne pas une ligne sur le CV. Dans Bourbaki, il y avait des gens avec des personnalités fortes. C'est des gens qui ont leurs propres travaux et leur propre ego. Mais ils ont mis de côté ces égos pour essayer de faire une œuvre de service public, pour écrire ensemble, vraiment collectivement, un texte qui rende service en étant clair, compréhensible et utilisable. Certainly, there's something very selfless about the Bourbaki project. They were trying to do community building work within mathematics more so than work that would enhance their individual reputations. Of course, many of the people that we now know are members of Bourbaki are very famous mathematicians in their own right. C'est bizarre, c'est que c'est aussi une organisation ou un organisme très peu hiérarchisé. Il n'y a pas de chef. Évidemment, il y a des voix plus grandes, plus fortes que d'autres. Il y a toujours des grandes gueules. Mais il n'y a pas écrit que la grande gueule gagne toujours. Bourbaki, c'est une des premières entreprises de signer à plusieurs sous un pseudonyme. Dans les années 70, il y a 5% des articles en mathématiques fondamentales qui sont coécrits, alors que à partir des années 2010, c'est environ 70% des articles qui sont coécrits. Et donc il y a vraiment une explosion du travail collaboratif, en tout cas sous la forme des publications. In mathematics, we give credit not just to the first person who proves a theorem, but also to the folks who come along later and figure out a better way to explain the theorem, who give a new proof that's somehow more conceptual, maybe more elegant. And all of that is very much in the sort of Bourbakian spirit, where what's important is not just new discoveries, solving new problems, but also improving the ways that we are explaining mathematics to the next generation.